Salut à toutes et à tous, en espérant que tout roule de votre côté. Tenez-vous bien car le 19 novembre 2025, une information exclusive tombait comme un pavé. Dans la mare, Yacine, figure centrale du désormais célèbre Scandalistam, a refait surface. Disparu des radars depuis près de 21 jours planqué quelque part en Tunisie, il s'est finalement présenté de lui-même aux autorités algériennes, et ce dès les premières lueurs du 18 novembre. Petit rappel pour ceux qui auraient manqué l'épisode, Yacine Ben Chatta, c'est ce lanceur d'alerte qui a déclenché l'affaire Hamlaoui, avec un témoignage choc balancé sur les réseaux sociaux le 3 novembre. Dans ce récit glaçant, il narre en détail les traitements inhumains qu'il aurait subis, arrestations sans justification, torture, humiliation, privation élémentaire, aveux arrachés sous la contrainte, violence en détention. Le tout pour avoir osé défier Ibtissam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien. Une opération de représailles minutieusement montée contre lui, mêlant justice instrumentalisée et pression sécuritaire où vengeance rime avec pouvoir. Il ne faut pas oublier que cette épreuve cauchemardesque, Chatta, ne l'a pas traversée seul. À ses côtés, dans cet enfer sur terre, se trouvait Hajar Zitouni, une consoeur de la presse, ex-responsable comme du Croissant Rouge algérien. Ensemble, ils ont affronté le pire. Quant à Yacine, il a fini par se rendre lui-même aux autorités algériennes. Hier encore, l'inquiétude planait, plus de nouvelles silences radio, de quoi nourrir toutes les rumeurs. Et puis, boum, rebondissement. Une source bien placée nous glisse que le bonhomme va bien, en forme lucide, pas une égratignure. Mieux encore, pas de garde à vue, pas d'interrogatoire musclé, pas de cellules froides. Non, apparemment, il aurait eu droit à un traitement presque VIP. Confort, respect, chaleur humaine, un accueil qui tranche radicalement avec les pratiques habituelles. À la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, ce ne sont pas des douaniers lambda qui ont intercepté Yacine, mais bien les services de sécurité eux-mêmes venus le cueillir en personne. Direction Alger sans détour. Et la surprise, pas de cellules humides, ni de commissariat sombre, mais un hôtel dans la capitale. Oui, vous avez bien entendu, un hôtel. Pas le Ritz, certes, mais suffisamment correct pour rappeler que l'accueil avait des airs de gestion douce plutôt que de représailles. Auditionné, écouté, mais pas brutalisé, l'homme a eu droit à un traitement aux antipodes de ce que redoutaient certains. Aucune déclaration publique, pour l'instant, silence complet de sa part. Pourtant, une source que je qualifierais de très bien branchée nous a soufflé quelques infos solides. Et je pèse mes mots. On nous a même fait entrevoir des éléments tangibles, confidentiels, évidemment, car la protection des sources, c'est sacré. Mais ce que l'on peut vous confirmer, c'est que Ben Chatta n'a à ce jour pas vu l'ombre d'une cellule. Tout porte à croire que les agents l'ont traité avec doigté. Aucun passage en garde à vue, aucune brutalité physique ou morale, mais une série d'échanges bien organisés autour de ce qu'il sait, ou plutôt ce qu'il prétend savoir à propos des abus dérapage, manœuvres douteuses et autres pratiques brumeuses qui gangrènent le Croissant Rouge. Sous la houlette de la fameuse petite Hamlaoui, pour l'instant, on peut souffler un peu. Yacine a été, disons-le franchement, récupéré dans des conditions plutôt correctes. Son traitement plus doux qu'on ne l'aurait imaginé, son encadrement plutôt professionnel et son accueil par les services de sécurité. On pourrait presque parler d'un sauvetage en douceur. Rien à signaler, pas de bavure, pas de cellules crasseuses. Bref, tout semble s'être passé dans les règles de l'art pour une fois. Mais pendant ce temps-là, devinez qui reste solidement installé à son poste, comme si de rien n'était, et oui, la fameuse Hamlaoui. Elle ne parle plus, ne s'expose plus, mais elle n'a pas été écartée pour autant. Officiellement, elle est toujours en fonction. Officieusement, elle dirige encore tranquillement dans l'ombre le Croissant Rouge algérien, comme si aucun scandale n'avait éclaté. Et si Yacine a véritablement été reçu avec respect, traité avec humanité et entendu avec attention, chapeau aux services concernés. Mieux vaut tard que jamais non. Ce genre de traitement, il aurait clairement dû l'avoir dès le départ. Petite précision au passage, histoire de dissiper toute confusion, ce n'est ni la gendarmerie nationale, ni ses unités d'enquête, ni la moindre brigade officielle qui a géré le retour de Yacine Ben Chatta.
Non, monsieur a visiblement conclu un deal discret avec les services de renseignement algériens eux-mêmes, loin des circuits classiques. Une réintégration sur fond de tractations confidentielles en mode entre initiés. Cela dit, une grande question reste en suspens. Va-t-on, oui ou non, ouvrir une enquête sérieuse sur les traitements douteux, les dérives institutionnelles et les violences supposées qu'auraient en subi Yassine et Hajar Zitouni dans les couloirs sombres de la brigade d'investigation de Bir Kadem? Rien n'est moins sûr. À l'heure actuelle, la gendarmerie algérienne reste curieusement en dehors du viseur. Aucune mise en cause officielle, aucune communication sur une éventuelle enquête interne. Tout est flou. Les infos qu'on reçoit sont souvent à prendre avec des pincettes parfois contradictoires, parfois bancales. Alors comme il se doit, on croise, on recoupe, on vérifie. Pas question de foncer tête baissée et de tomber dans le piège des rumeurs déguisées en vérité. Alors maintenant, on retient notre souffle en attendant de voir la suite du feuilleton. Yassine va-t-il enfin sortir du silence et briser l'omerta? Va-t-on le réintégrer dans ses droits? Est-ce que sa parole, ou plutôt les dossiers sensibles qu'il aurait remis aux barbouzes algériens, vont déclencher une véritable enquête sur l'intouchable petite Sam Amlaoui? Ou bien, tout ce cinéma n'aurait-il servi qu'à le calmer, le réhabiliter discrètement, puis lui glisser à l'oreille « Voilà, tu t'effaces gentiment maintenant et on n'en parle plus ». Personnellement, j'ai comme l'intuition qu'on assiste à une sorte de deal tacite, on te rend ton honneur et toi tu oublies ce que tu as vu. Une opération de réconciliation sous condition, pour ne pas dire de silence négocié. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas l'affaire des yeux. Pendant ce temps, Hajar Zitouni, l'autre témoin clé dans ce scandale étouffant qui éclabousse directement Amlaoui, n'a toujours pas remis les pieds sur le sol algérien. Elle reste à l'étranger, loin du tumulte et sans doute loin de la portée de ceux qu'elle accuse. Et puis il y a elle, la fameuse Amlaoui, toujours aussi insaisissable. Une figure énigmatique dont l'opacité commence enfin à se fissurer. Ce qu'on a découvert au fil de l'enquête, c'est que la petite Amlaoui ne doit pas son ascension au hasard. En mai 2022, elle prend les commandes du Croissant Rouge algérien. Puis en mars 2025, elle décroche un autre poste stratégique, la direction de l'Observatoire national de la société civile. Pas pour faire joli. Non, pour une mission bien définie, savamment pensée. Mais alors, quel était ce fameux objectif derrière sa nomination? Franchement, au début, ça ressemblait à un non-sens. Son plan A. Devenir ministre, ni plus ni moins. Sauf que ce rêve de Marocain a rapidement volé en éclats. Pourquoi? Parce que même le clan Tebboune, oui, sa propre famille politique, lui a fermé la porte. Poliment mais fermement. Ce veto, on en avait déjà parlé en détail. Face à ce mur, elle a rebondi, et pas n'importe où. Elle a misé sur une autre carte, l'Observatoire national de la société civile, une instance discrète mais stratégique. Et là, elle a sorti son meilleur jeu d'actrice, elle a su vendre au clan Tebboune une vision séduisante, celle d'une société civile façonnée à leur image, taillée sur mesure pour encadrer, canaliser et surtout mobiliser, en prévision d'un éventuel 3e mandat pour leur champion, le président en place. Mission acceptée. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire risque de vous surprendre et pourtant, je vous le garantis, j'ai vérifié chaque détail. La mission confiée à Ibtissam Amlaoui n'est pas une lubie de circonstance. Elle a été placée là avec un mandat clair, tisser des réseaux bien huilés à travers la société civile, structurer tout un écosystème associatif et surtout façonner les esprits. L'objectif final, préparer le décor en douceur mais efficacement, pour ouvrir la voie à un 3e mandat présidentiel. Car oui, Abdidoune semble vouloir rééditer la stratégie bien rodée de Bouteflika entre ses 3e et 4e mandats, rassembler un patchwork d'associations loyales prêtes à applaudir, à tout va organiser des événements, des forums, des rassemblements en cascade. Tout cela dans un seul but, faire monter la pression populaire artificielle en sa faveur. Il a vite compris que miser sur les partis politiques, c'est comme construire sur du sable, ils sont usés, discrédités, vidés de leur substance depuis l'onde de choc du Hirak en 2019. Et Abdidoune, lui, n'a pas la mémoire courte. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas se permettre de s'appuyer indéfiniment sur les islamistes du mouvement BINA ou du MSP, surtout après avoir écarté l'encombrant Belkadem,
Quant au FLN et au RND, des reliques poussiéreuses, des coquilles vides. Les partis nains restants, ils n'ont ni souffle populaire ni ancrage réel. Bref, le champ est libre pour une société civile maison, façonnée sur mesure. Le clan Tebboune n'a pas improvisé. Non, tout était minutieusement calculé. Leur plan ressuscitait une société civile sur mesure. Car rappelons-le, sous le premier mandat de Tebboune, ce qu'il restait de vie associative en Algérie a été réduite en cendres. Plus d'espace pour les initiatives indépendantes. Les LADDH vidés de leur substance. Les grandes associations locales, régionales ou nationales détruites de l'intérieur. Une loi sur les associations est passée resserrant l'étau du contrôle. Résultat, toute voix issue du Irak a été muselée, arrestation, menaces, harcèlement et prison à la clé. La société civile démantelée, atomisée. Et donc, pour mieux asseoir l'autorité de Tebboune, une idée a germé, bâtir une nouvelle société civile. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une version bien sage, bien contrôlée. C'est là qu'Ibtissem Hamlaoui entre en scène, missionnée officiellement pour piloter cette reconquête. Elle a promis monts et merveilles, au président structuré un écosystème associatif, fidèle aligné sans fausse note. Une société civile made in Tebboune, docile qui validera tout ce qui sort du palais, peu importe le fond, peu importe les conséquences. Et surtout, elle devra s'infiltrer partout dans les comités de quartier, les groupes de jeunes, les assauts féminines, les collectifs de défense des droits, une armée civile déguisée prête à relayer la voix du pouvoir jusque dans les moindres recoins de la société. Et pourquoi donc Ibtissem Hamlaoui a-t-elle été propulsée à l'avant-scène? À question rhétorique. C'est simple, elle coche toutes les cases du casting parfait pour l'état spectacle. Jeune blonde élégante, un charme calibré et une aisance verbale en arabe comme en français. Une image bien lissée, une vitrine soigneusement polie pour plaire aux foules. Dans les wilayas de l'intérieur à Ouargla ou ailleurs, elle n'est pas vue comme une fonctionnaire non. Elle brille. Une apparition. Une étoile filante sortie tout droit d'un autre monde, bien maquillée, bien coiffée, bien formée et surtout bien téléguidée. Certes, l'Algérie a connu des femmes influentes engagées issues du tissu associatif, mais une architecte officielle de la société civile mandatée par le régime jamais vu. Et pour cause, l'Observatoire national de la société civile, c'est une invention toute fraîche estampillée Constitution 2020. L'objectif était clair, capitaliser sur le personnage de Hamlaoui pour enjoliver le décor, créer l'illusion d'une société civile active et spontanée. Alors qu'en coulisses, elle serait parfaitement alignée avec les intérêts du pouvoir. Une opération séduction avec une touche d'embrigadement. Avec son bilinguisme bien rodé, aussi à l'aise en arabe qu'en français, son pédigré de fidèle du régime depuis l'époque de Gaïd Salah, son rejet affiché du Irak et de toute forme d'opposition, sans oublier son carnet d'adresses bien garni chez les services de renseignement. Ibtissem Hamlaoui avait le profil parfait pour le rôle, surtout quand on sait qu'elle était selon les couloirs du pouvoir très proche de Nasser, l'ex-grand Manitou de la DGSI. Résultat, on l'a projetée sur le devant de la scène comme la nouvelle vitrine du régime Tebboune dans le monde associatif. Son rôle très simple, faire le ménage. Purger la société civile de toute trace de irakistes, éliminer les poches d'influence encore vivantes et verrouiller l'espace militant pour qu'il tourne en circuit fermé bien aligné sur la ligne présidentielle. Une société civile sur pilotage automatique façonnée pour servir les intérêts du régime. Voilà le vrai job de Hamlaoui. Et c'est précisément pour ça qu'elle est toujours portée à bout de bras. Elle ne manque pas de soutien, la petite Hamlaoui. Même le général Hassan, oui, ce même général Hassan, dont on vous a déjà parlé, l'adoube sans réserve. Il applaudit son zèle, il admire son énergie. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, Sam Hamlaoui incarne une sorte de bouclier idéologique. Une barrière bien utile contre la seule force capable de rivaliser avec le pouvoir algérien actuel, le courant islamiste. Le reste, le Irak, les militants des droits humains, les mouvements de sans-emploi. Tout ça, c'était passager. Des élans spontanés pas assez solides, mal structurés, qui surgissaient au rythme des révoltes, puis disparaissaient avec les vents. Mais les islamistes, eux, sont enracinés. Eux, ils tiennent le terrain. Ce sont les seules vraies forces, organisées dans la société civile des associations religieuses bien financées,
des réseaux communautaires fidèles au MSP ou affiliés à d'autres mouvances conservatrices. Qu'il s'agisse de groupes étudiants, de structures locales ou d'organismes charitables, leur influence est bien réelle. Et face à ça, le régime voit en Hamlaoui l'arme idéale pour contrebalancer ce bloc. Pourquoi Hamlaoui a-t-elle été placée en haut de l'affiche? Tout simplement parce que dans la tête du clan Tebboune, elle représentait le parfait antidote à l'islamisme ambiant. Un contrepoids taillé sur mesure pour neutraliser toute tentative d'infiltration islamiste dans la société civile. Car si un jour ces courants venaient à soutenir un autre candidat à la présidentielle, ce serait un vrai casse-tête pour le pouvoir en place. Et ça, Abdid ne veut surtout pas le voir arriver. Mais surtout, ce qui rend Hamlaoui si efficace, c'est qu'elle connaît la bête de l'intérieur. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais en 2019, elle était déjà bien ancrée dans les sphères de l'Abad, ce courant conservateur post-novembriste flirtant avec l'islam politique, sans jamais l'avouer. À l'époque, elle gravitait dans l'orbite de Gaïd Salah, utilisé par Ouassazal, ancien patron de l'AGS, comme pièce d'un jeu bien plus vaste. Elle était un rouage discret mais essentiel de cette machine idéologique qui, sous couvert de nationalisme arabe et de rejet de tout ce qui est occidental, francophone ou diasporique, avait pour mission principale de briser le Irak. L'objectif fragmenté, affaiblir et canaliser le HAK en le faisant passer pour une agitation régionaliste menée par les Kabyles et les exilés d'Europe. Mission stratégique version 2019. Autant dire qu'elle maîtrise parfaitement le dialecte de Novembaria, cette mouvance hybride à la croisée du conservatisme musclé et de l'islamisme maquillé. Elle a traîné dans ces cercles, elle les a courtisés, elle en connaît les codes. Et c'est justement ce qui a séduit le clan Tebboune. Pour eux, Hamlaoui cochait toutes les cases. Une parfaite marionnettiste pour orchestrer une société civile à la carte docile, mobilisable à souhait, prête à jouer les boucliers politiques en cas de tempête. Parce que soyons clairs, si le président rêve d'un troisième tour de piste, il va lui falloir plus qu'un FLN essoufflé ou un RND fantomatique. Il lui faut des voix venues du peuple, des slogans emballés dans des banderoles associatives, des appels bien huilés en faveur de la stabilité, du progrès, de la continuité. Une façade sociale crédible pour camoufler une manœuvre politique. Et c'est là que la nouvelle société civile version Hamlaoui entre en scène, conçue pour donner l'illusion d'un élan populaire, mais programmée pour dérouler le tapis rouge à un troisième mandat. Dans 2-3 ans, peut-être même plus tôt. Voilà donc le vrai fond de l'affaire. Le fameux mystère derrière l'intouchabilité de Petite Sam, Hamlaoui, cette protégée de luxe qu'on entoure de privilèges comme d'un rempart blindé. Pourquoi tant de faveurs? Parce qu'elle incarne, aux yeux du système, l'arme idéale contre l'islamisme. Même le général Hassan, oui encore, lui lâche sans détour. Elle, c'est le contrepoison. Rien que pour enquiquiner les barbus et les empêcher de mettre la main sur la société civile, on doit la garder. Et il n'est pas le seul. Nassar Jang, à l'époque, avait tenu le même discours. Même combat, même égérie. Et c'est précisément pour ça que l'affaire tombée ne sera pas une mince affaire. On parle d'une pièce centrale dans la mécanique du régime. Une carte maîtresse difficile à remplacer. Elle bénéficie d'un réseau solide, d'un mandat clair et surtout d'un soutien à peine voilé des hautes sphères. À mon avis, si quelqu'un espère l'avoir dégagée rapidement, il risque d'attendre longtemps. Très longtemps. Soyons clairs, dans la galerie de profils utiles au régime Tebboune, aucun n'arrive à la cheville d'Ibtissam Hamlaoui. Elle est, pour ainsi dire, le prototype rêvé pour poursuivre et parfaire l'entreprise de domestication de la société civile. Structurer, encadrer, réorganiser les réseaux associatifs, façon maison, prêt à être activé au moment stratégique, celui où Abdid décidera en toute spontanéité, bien sûr, de se lancer dans la course au troisième mandat. Quant à ceux qui pensent que l'ère Tam touche à sa fin, eh bien, je leur dirais de ne pas retenir leur souffle. Plus les jours passent, plus son départ devient hypothétique. Et même si l'auteur de ce scandale a été reçu avec courtoisie, voire délicatesse, je ne vois aucun signe pour l'instant que ces révélations aussi fracassantes soit-elles mèneront au débarquement de Petit Ham. Pour être honnête, il faudrait presque un miracle. Et les miracles en politique, on sait à quel point c'est rare.